pense que ça va se lancer. Petit temps de latence et voilà l'enregistrement qui est lancé. Donc pour cette 4e journée, si je compte bien, ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 4, jusque-là on est bon. Du coup, aujourd'hui, on va voir donc l'Azure Virtual Desktop qui va être votre solution de bureau à distance. Je vais juste faire aussi une petite parenthèse, voilà, avec Windows 365. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, hein, bien sûr, hein, et que j'ai pas eu le temps de dire, de saluer. Du coup, ce que je vous propose, alors plusieurs choses, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager l'écran entier. Ce sera plus simple, ce sera plus convivial. Je verrai les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien sur mon PC, c'est pas grave. Hop, voilà. Et je vais vous mettre ici tout en haut. Voilà, on est bien. Du coup, Azure Virtual Desktop. Alors pourquoi c'est intéressant déjà la solution? Je pense que vous le savez, hein, c'est répondre à des besoins qui vont être assez spécifiques, hein, des besoins comme la mobilité déjà, ça c'est une chose, mais aussi la partie travail temporaire. Si par exemple je dis une bêtise, mais voilà, dans mon entreprise, je vais avoir 5 stagiaires qui vont aller pendant 6 mois. Peut-être que dans les 5, l'un d'entre eux aura le Graal d'avoir un CDD déjà, hein. Il y a des mollos, et puis après peut-être un CDI s'il fait ses preuves. Mais du coup, sur les 5 stagiaires, je vais avoir 4 stagiaires qui finalement, bon, ne seront plus là après. Pour le coup, pour leur donner les moyens de mener à bien leur mission, soit j'ai déjà des PC à disposition, et pas les PC d'il y a 4 ou 5 ans qui sont obsolètes et qui ont du mal à faire tourner des applicatifs métiers, et puis c'est ce genre de PC qui tousse un peu quand on lance un Excel avec quelques formules. Mais si j'en ai, très bien, tant mieux, je le remets à disposition. Si j'en ai pas, il va falloir que j'achète. Quelque chose d'assez costaud quand même, en tout cas un minimum, pour pouvoir leur laisser tout le loisir de travailler comme il faut avec les bons applicatifs. Et ces PC-là, du coup, au bout des 6 mois, une fois que j'ai mes 5 stagiaires, sur les 5, il y en a 4 qui partent, j'ai 4 PC qui me restent sur les bras, que je mets dans le placard. À la limite, il y a Bernard qui arrête pas de se plaindre depuis 6 mois, il a besoin d'un nouveau PC. Bon, je vais lui donner le nouveau, on me le configure bien comme il faut, et puis tout va bien. Et puis à la limite, je vais peut-être aussi revendre les PC, j'en ai plus besoin. Le marché de l'occasion, ça marche aussi pas trop mal. Je vais faire un formatage, un vrai de vrai, pas un formatage assisté. Du coup, ce que je vais faire, hein, tout simplement, c'est que, après avoir formaté, je vais les revendre, et puis, dans tous les cas, je vais pas les revendre au prix où je les ai achetés. Donc il y a une perte de valeur quelque part qui est un peu embêtante. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Généralement, c'est la solution du placard pendant 3-4 ans, c'est ce qui se passe. Mais l'Azure Virtual Desktop et le Windows 365, hein, les deux vont justement être assez intéressants à ce niveau-là, parce que j'ai besoin de cette performance, de la proposer à mes stagiaires. Je la prends dans le cloud. Fort à parier que les stagiaires que j'ai embauchés ont aussi un PC chez eux, un PC personnel, alors qui n'est pas embarqué dans la stratégie de sécurité, peut-être même vérolé. Il n'est pas performant, c'est un vieux coucou aussi. Mais finalement, on s'en fiche, puisque tant qu'il a Internet, on va pouvoir leur demander d'accéder à leur virtual desktop via le navigateur. On peut aussi installer le client Windows Virtual Desktop dessus, qui va venir aussi taper sur la machine Azure, là où les machines Azure, et puis finalement récupérer une performance qui va être beaucoup plus intéressante, et puis surtout des machines qui seront embarquées dans la stratégie de sécurité. Donc ça, c'est, on va dire, le point fort à la fois de Windows 365 et d'Azure Virtual Desktop. Je vais essayer de vous retrouver juste une petite chose. Vous allez voir un peu dessous des documents, on en a quand même un petit paquet. Et si je retrouve ça, Windows 365, on avait une petite image qui était assez sympathique, hein, pour le coup. Si je la retrouve pas, ça sera pas bien grave. On le fera autrement. On va partir plutôt dans la partie Microsoft. Voilà. Et voilà, parfait. Donc quelques images assez intéressantes. Il y en a une particulièrement que j'affectionne plus que les autres.
C'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si on voit bien de votre côté. Sachant que Cédric n'est pas là pour prendre les questions, hésitez pas à lever la main. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hop, via le Teams, hein, on peut lever la main ici, tout simplement. Donc ça me permettra d'avoir le Teams qui va s'illuminer. Et je crois que j'ai cru avoir vu Olivier dans les participants. Olivier, si tu es là, n'hésite pas à m'interrompre. D'ailleurs, tous, hein, en fait, hein, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez que je ne réponds pas à vos questions. Vous ouvrez les micros, tout est libre, hein, bien entendu. Je reviens ici. Donc, je vais commencer juste par cette petite comparaison. Même si je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec tout ce qui a été écrit ici, mais dans l'ensemble, ça représente plutôt pas mal le cheminement que je vais avoir dans ma réflexion pour savoir si je veux faire un Windows 365 ou si je veux faire un Azure Virtual Desktop. Parce que déjà, pour commencer, la méthode de déploiement ne va pas être la même. Quand on fera de l'Azure Virtual Desktop, on fera de l'Azure. On fera sur le portail, on va déployer des solutions. Donc, quand on fait du Windows 365, on va acheter une licence, en fait, hein, de la même manière que vous achetez vos licences Microsoft 365 Business Premium, par exemple, sur le portail Alzo, vous avez les Windows 365. Si vous ne les avez pas dans votre catalogue, il faudra les ajouter, hein, bien entendu. Vous allez avoir des modèles avec plus ou moins de cœur, plus ou moins de RAM, et puis plus ou moins de stockage. Vous avez deux types de Windows 365. Vous avez, on va reprendre d'autres images après, mais vous avez la partie business et la partie, hop, commencez peut-être par celle-ci, voilà, on va mettre en grand. Vous avez la partie business et vous avez la partie enterprise. Il y a une grande différence entre les deux, a priori, c'est que vous n'avez pas de portail d'administration pour les Windows 365 Business. Donc, vous les voyez dans les appareils de votre admin center Microsoft 365 et ça s'arrête là. Vous allez leur donner, les affecter à vos utilisateurs de la même manière que vous affectez le Microsoft 365, hein, tout simplement. Mais vous n'allez pas pouvoir les embarquer avec Endpoint Manager, ce qui est le cas par contre pour Windows 365 Enterprise. L'autre différence entre la gamme Business et Enterprise pour Windows 365, c'est le fait que vous allez pouvoir, avec Windows 365 Enterprise, avoir la main sur le réseau. Je ne l'ai personnellement pas testé, j'ai effectivement vu qu'il y avait un menu qui était spécifique pour les revendeurs sur Azure, chose que je ne suis pas sur mon tenant. Et donc, a priori, la main sur le réseau, mais je n'ai pas encore vu la possibilité de le faire. Salut Mickaël, il n'y a pas de souci, on commence à peine. Du coup, aujourd'hui, si je veux faire un bureau distant, admettons que j'ai besoin d'héberger un logiciel comme de l'EBP, du Sage, de l'ACD aussi, pour ceux qui connaissent, et que j'ai besoin de faire en sorte que ces applicatifs viennent taper dans une base de données bien précise. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire exactement comment le faire avec un Windows 365. A priori, il faudrait que ça soit au minimum du Windows 365 entreprise pour que je puisse avoir la main sur le réseau, de manière à ce que je mette sur le même réseau ma base de données, ou à minima que je fasse du peering entre mes réseaux. Puisque comme je vous l'avais déjà dit, hein, les ressources qui sont dans un même réseau virtuel peuvent communiquer, des ressources qui sont dans des réseaux différents ne communiquent pas. Donc tout de suite plus compliqué. Je vais faire ça comme ça. Peut-être une solution qui peut être assez intéressante, c'est d'utiliser le portable aussi pour vos questions, hein, tout simplement. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Ajouter cet appareil sans micro, bien entendu. Voilà, c'est parfait. Comme ça, je verrai en temps réel vos questions. Parfait. Du coup, quand vous faites du Windows 365, vous ne faites pas d'Azure, vous faites toujours des licences de type Modern Work et vous avez la gestion avec l'Admin Center et vous n'allez pas avoir autant de liberté qu'avec Azure Virtual Desktop où là vous avez le portail Azure qui vous sert de portail d'administration et vous allez pouvoir avoir une certaine flexibilité, notamment sur la manière de gérer vos applicatifs. Soit vous les installez directement sur la ou les machines, soit vous utilisez MSX AppAttach. Et pareil, pour ce qui va être des profils,
Il faut savoir que Windows 365, ça sera que les profils utilisateurs en local. En Azure Virtual Desktop, on aura le choix. En local, ça peut être très intéressant, mais on va aussi pouvoir utiliser d'autres conteneurs, notamment un Azure FileShare si on le souhaite, avec FS Logix. Mais là, ça nécessitera ce qu'on a vu au début, l'Azure AD DS, pour le coup, si vous voulez le faire de cette manière. Si vous n'utilisez pas Azure ADDS, il est toujours possible de déployer un Azure Virtual Desktop, mais là, les profils utilisateurs seront en local. Pour le coup, il faut juste le prévoir. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que du coup, comme on est sur Azure, on va faire tourner de la machine virtuelle. Et comme on fait tourner de la machine virtuelle, ben, on peut l'allumer, on peut l'éteindre, on peut aussi réserver. Bref, on peut faire des optimisations financières qu'on ne peut pas faire avec du Windows 365. Hop, je reviens sur cette page-là. Donc le choix, en tout cas le cheminement de ma pensée. Si j'ai pas beaucoup d'utilisateurs à embarquer sur un PC dans le cloud et ou que je n'ai pas de connaissances ou compétences encore sur le déploiement d'un Azure Virtual Desktop, par exemple, bah, je vais me diriger un peu plus vers du Windows 365. Ça fait sens. C'est une prise de commande rapide, mise à disposition, j'ai envie de dire quasi instantanée. Disons que c'est de l'instantané en différé chez Microsoft. Au bout de 5 minutes, vous l'avez, votre PC. Même moins. Mais derrière, est-ce que je vais avoir la possibilité de configurer un peu plus comme je le souhaite et avoir un peu plus de liberté? Non. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon Windows 365? Alors, je me posais la question, est-ce que mon utilisateur a besoin de faire du bureau distant avec l'expérience bureau, donc le démarrer, etc., tout ce qui va bien? Ou est-ce que je vais vouloir faire du remote app? Parce qu'en Windows 365, le Remote App ne sera pas disponible. Ce sera que du bureau distant pur et dur. Puis je vais aussi me poser la question, est-ce que j'ai besoin de ce bureau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou pas? Si j'ai pas besoin de mon bureau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'en ai besoin moins. Mettons du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas m'amuser à arrêter et redémarrer mon service Windows 365. C'est une licence, je l'utilise et je vais la payer. D'ailleurs, je la paye même si je ne l'utilise pas finalement. Si je ne me connecte pas, je vais continuer de la payer. Alors, on peut penser à Azure Virtual Desktop qui va, lui, pouvoir allumer, redémarrer les machines. On peut même d'ailleurs faire en sorte d'allumer les machines sur la connexion de l'utilisateur. Donc ça peut être assez intéressant. Ils n'ont toujours pas fait, ils ont toujours pas rendu ça simple pour l'arrêt, mais en tout cas pour l'allumage, ça c'est plutôt intéressant. Ça marche bien comme il faut. Bon, ça met 5 minutes à s'allumer, hein, bien entendu. On a un petit message comme quoi effectivement la machine est en train de s'allumer. Mais si effectivement on avait prévu de faire l'exemple que j'ai donné du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures, et puis finalement, il y a le patron de l'entreprise cliente qui se connecte un samedi, ben, il ne sera pas bloqué. Bon, par contre, il se sera connecté et puis elle va tourner le restant du week-end. Donc, on aura peut-être ce coût en plus. Ça peut être bien de le prévoir dans la facturation, ou en tout cas dans les variables, que on peut éventuellement avoir ce genre de comportement côté client. Donc, en tout cas, si je veux vraiment optimiser à la fois les accès, mais aussi la partie tarifaire, bah, Azure Virtual Desktop commence à devenir plus intéressant. Puis Remote App, hein, de tous les cas, si je veux faire des Remote App pur et dur, comme vous connaissez déjà aujourd'hui, bah, j'ai pas le choix, hein. Azure Virtual Desktop me le propose, Windows 365 ne me le propose pas. Donc plus j'aurai envie d'avoir la main sur la configuration et la possibilité de faire de l'optimisation financière, plus je vais me diriger vers l'Azure Virtual Desktop. Moins le budget est un problème et moins j'ai besoin de configurer, moins j'ai besoin de liberté finalement, plus j'irai vers du Windows 365. Et ça fait sens parce que Windows 365, c'est du SaaS. Ou Azure Virtual Desktop, on est sur du IaaS. On a plus de contrôle. Du coup, cette petite image, à la limite, je vous la partagerai. Je vous partagerai toutes les images qu'on a ici d'ailleurs concernant les comparaisons. Oui, tout à fait. Ouais, ça sera. Alors, ça sera pas en pièce jointe, hein. On les mettra pas en pièce jointe, hein, ces images-là. Elles vont être dans le dossier OneDrive qui sera partagé avec donc les replays. Je vous ai préparé. Bah, je vais vous montrer, hein, on va l'ouvrir dans un nouveau dossier.
C'est loin d'être fini, mais vous aurez plutôt les replays, les liens qu'on a vus au fur et à mesure. Je dois en rajouter notamment sur la partie jour 1, il en manque. Et vous aurez les liens aussi du jour sur la mise en place d'un Azure Virtual Desktop, la mise en place des services annexes, etc. Et effectivement, il y aura aussi toutes les images qui sont dans un petit dossier comparaison Windows 365 AVD, parce elles sont plutôt pratiques. Certaines viennent des webinaires officiels de Microsoft, d'autres un peu moins, mais pour autant tout autant vrai, tout autant solide. Pas de souci pour les avoir. Ce sera juste en piège. Ceci étant dit, pour la partie, alors commençons pour la partie Windows 365. Vous allez sur votre marketplace Alzo, vous allez sur le client, faites nouveau service et vous ajoutez un Windows 365. Pas grand-chose d'intéressant à voir là-dessus, hein, c'est exactement pareil, encore une fois, comme un Microsoft 365. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vos Windows 365, donc vous allez les voir dans la partie Admin Center. Dans les utilisateurs actifs, voilà, vous allez pouvoir les affecter. Vous serez tenté d'aller dans Appareil, hein, bien entendu. Aller dans Appareil actif et regarder un petit peu ce qu'il y a ou pas. Sauf que je ne suis pas sur le bon Admin Center déjà de base. Ça ne sera pas... Voilà. Ça ne sera pas très parlant ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, plutôt ici. Donc je pourrais très bien vouloir aller dans les appareils actifs et puis voir les appareils que j'ai enregistrés du coup dans Intune. Problématique, c'est que bah, ce n'est pas le cas. On ne les voit pas. On voit les appareils physiques et puis on voit aussi donc les appareils que j'ai mis en Azure Virtual Desktop. À la limite, on pourrait voir si j'avais pris un Enterprise et que je l'avais embarqué dans Intune, on pourrait les voir ici aussi. Ce n'est pas le cas. Donc ici, quand vous avez un Windows 365, en fait, vous allez devoir aller dans l'utilisateur actif. Et depuis l'utilisateur actif, vous allez pouvoir choisir l'utilisateur en question. Hop, prenons celui-ci. Et dans licence et applications, et non pas dans appareil encore une fois, mais c'est vraiment dans licence et applications, vous allez pouvoir retrouver, donc lui je lui ai déjà donné un bureau distant, pourquoi pas, mais on retrouve les licences que j'ai prises sur mon portail Alzo, et je vais pouvoir donc affecter ou désaffecter les licences comme je veux. Alors a priori je l'ai affecté à quelqu'un d'autre celle-ci, et je crois que je l'ai affecté à Bob, si je ne m'abuse. Hop, c'est bien possible. Petite vérification, c'était pas à Bob, donc je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas 36 utilisateurs ici, mais pour autant, je l'ai bien caché encore. Bon, c'est pas bien grave. Je devrais le voir ici, tac, tac, tac. Alors, je l'ai peut-être mis à un utilisateur que j'ai caché. Bon, c'est pas bien grave. Mais le fait est que c'est comme ça que vous allez gérer en fait vos Windows 365. Et pour le coup, vous n'allez pas faire grand-chose de plus. Ce qu'on a vu dans mes appareils actifs, par contre, on voit qu'il y a de l'Azure Virtual Desktop. Et là, on va commencer à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, pour déployer un Azure Virtual Desktop, on va commencer par ça déjà. Alors, je ne suis pas revenu sur mon sur mon autre tenant sur lequel on a travaillé, simplement parce que je vais essayer de le garder un peu propre, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, on va rester sur ce tenant-là, le tenant où j'ai déjà beaucoup de choses dans tous les sens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc le service Azure Virtual Desktop, qu'on retrouve toujours avec la barre tout en haut de recherche, beaucoup plus simple. Donc, vous avez ce menu-là, Azure Virtual Desktop, qui va vous amener vers votre hub, on va dire, de management de tous vos pools d'hôtes. Parce que c'est ici que vous allez créer vos pools d'hôtes, c'est aussi ici que vous allez les gérer. Et quand vous allez créer un pool d'hôtes, il va vraiment falloir faire une petite action supplémentaire si vous ne le déployez pas avec l'ADDS. Je vous montre ça. Donc, du coup, on a ici dans le menu de gauche, on a le menu pool d'hôtes. Je vais avoir la liste de tous mes pools d'hôtes actifs et la possibilité d'aller dans le menu de chacun d'entre eux. J'ai mes groupes d'applications parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je me connecte en Azure Virtual Desktop, je ne me connecte pas directement à la machine. Je peux avoir, par exemple, 3, 4, 10 machines
pour pouvoir répartir peut-être mes centaines d'utilisateurs sur l'ensemble de mon pool d'hôtes. Et tout l'intérêt, c'est de ne pas forcément se connecter sur une machine, mais sur un groupe d'applications. On donne accès aux utilisateurs les droits à un groupe d'applications, que ce soit un groupe d'applications en mode ordinateur de bureau, comme on peut le voir, ou en mode remote app. Et ces groupes d'applications, on va pouvoir les organiser. Donc, dans l'affichage, si je vous montre ça ici, voilà, vous voyez que on est ici connecté avec Bob. Bob, il a droit à 2 espaces de travail et 2 Azure Virtual Desktop. Donc, il a un espace de travail qui s'appelle AVD, AAD, et puis il en a un deuxième que j'ai créé aujourd'hui pour 2-3 tests, qui s'appelle Shared Space. Et ça, ce sont les espaces de travail qui vont permettre, on va dire, d'organiser un petit peu la vue pour l'utilisateur. Et ça se retrouve ici, toujours, sur le portail Azure. Et ça sera des choses qu'on va me demander de créer quand je vais créer mon pool d'hôtes. Je ne suis pas obligé de tout créer, hein, vous allez le voir, on va pouvoir créer a posteriori certaines choses. Par contre, ce qui va être super intéressant, alors ça c'est nouveau le plan de mise à l'échelle, il faudra que je regarde pour vous en dire un peu plus et surtout le tester. Je suppute que derrière on ait du scale set potentiellement. Mais pour ce qui est des attributions, en tout cas à mes différents pools d'hôtes et surtout à mes différents groupes d'applications, je vais avoir toute la partie utilisateur et je vais pouvoir rechercher les personnes à qui je vais devoir donner les accès à mes bureaux à distance. Je peux donner des accès aussi à des groupes d'utilisateurs. Ça peut être plutôt pratique. Du coup, pour la création, je reviens sur pool d'hôtes ou bien sur la vue d'ensemble, hein, l'un ou l'autre. Je vais pouvoir créer un pool d'hôtes. Et lorsque je vais créer un pool d'hôtes, on va me demander, et je crois vraiment à la force de la répétition, hein, pour le coup, on va me demander de le rattacher à un abonnement, voilà, et à un groupe de ressources. Alors encore une fois, si aujourd'hui votre client, vous lui faites un Azure Virtual Desktop avec différentes ressources, mais que tout rentre dans un seul et même projet, avec le même cycle de vie, n'hésitez pas à le mettre dans un seul et même groupe de ressources. Moi, ce n'est pas le cas ici, donc moi je ne vais pas faire ça, je vais plutôt créer un groupe de ressources spécifique pour notre atelier d'Azure Virtual Desktop. Je vais l'appeler AVD Octobre. Voilà. Et je vais pouvoir lui donner un petit nom à ce pool d'hôtes. Je donne un nom au pool d'hôtes et on va différencier deux choses. On va différencier le pool d'hôtes, qui va être un peu le grand contenant, et on va différencier surtout des machines virtuelles. Donc, mes machines virtuelles pourront porter d'autres noms que celui de mon pool d'hôtes. Et surtout, on n'aura pas la même stratégie concernant l'emplacement de mon pool d'hôtes et l'emplacement de mes machines virtuelles. Ici, je vais l'appeler PH, Octobre PH. Allez, PH pour pool d'hôte. Et je vais lui définir son emplacement. Je serais tenté de vouloir le mettre en France, par habitude. La problématique, c'est que je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, le pool d'hôte d'un Azure Virtual Desktop n'est pas disponible en France. Il est disponible quand même dans l'Europe occidentale, l'Europe du Nord, de manière à pouvoir tout de même avoir certaines certifications qui sont très intéressantes, et notamment tout ce qui va être respect de la RGPD, respect aussi avec les accords avec le CNIL, entre autres. Maintenant, j'ai envie de dire, même si je les avais mis aux États-Unis ou ailleurs, ça n'aura pas vraiment posé de problème. Parce qu'ici, le pool d'hôtes, en fait, ce qu'il va stocker, ça va seulement être la métadonnée. Il va mettre, du coup, ici en Europe du Nord, bien, le nom de mon pool d'hôtes, le nom, alors certaines configurations, de savoir si on va être sur un pool d'hôtes personnel ou groupé, et je vais y revenir là-dessus. Mais vraiment, rien de plus finalement, et surtout rien de confidentiel, puisque ce qui va être confidentiel pour vos clients, c'est ce qui va être dans les machines virtuelles. Les machines virtuelles, on pourrait les mettre en France Centre. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, ici, j'ai choisi Europe du Nord pour mon pool d'hôtes qui va s'appeler donc Octobre PH. Je peux choisir ou non de mettre un environnement de validation. À l'époque, on en avait absolument besoin pour la preview Azure Virtual Desktop sur Azure AD, donc sans le déploiement de la DDS. Aujourd'hui, pas forcément. Voilà, ce sera au choix de savoir si vous souhaitez ou pas mettre cet environnement de validation qui vous permet comment dire,
de différencier, on va dire, les instances où vous allez pousser des configurations et les instances de production, histoire de valider justement s'il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas forcément mettre, j'en ai pas besoin plus que ça. Par contre, ce qui va être très important ici, ça va être de choisir le type de pool d'hôtes. Si je prends du personnel, je vais avoir une machine, une session, un utilisateur. Autrement dit, si j'ai 100 utilisateurs, eh bien, lorsque je vais ajouter des machines virtuelles, je vais ici, on va me demander le nombre de machines. Ben, je n'ai pas le choix. Je vais mettre 100 machines. Petite parenthèse d'ailleurs avec ce chiffre 100. Sur la calculatrice Azure, Microsoft n'a pas forcément pris en compte les spécificités de tous les marchés. C'est qu'on a beaucoup de TPE, PME quand même en France. Le chiffre minimum d'utilisateurs que vous pouvez mettre dans la calculatrice Azure pour chiffrer un Azure Virtual Desktop, c'est 100. Du coup, on aura très certainement le temps à la fin. Je vous montrerai la petite astuce pour quand même chiffrer un Azure Virtual Desktop pour 5 utilisateurs ou 10 utilisateurs. Il n'y a aucun souci là-dessus, faisable. Il va juste falloir connaître la règle qui se cache derrière le calculateur d'Azure. Et cette règle-là, c'est simplement la règle de combien d'utilisateurs au maximum je dois mettre par cœur. C'est tout. Je reviens du coup juste avant. Hop, je remets tout par défaut et je reviens ici. Donc ici, est-ce que je veux que j'ai un utilisateur par machine, ou une machine par utilisateur plutôt, ou est-ce qu'au contraire, je souhaite avoir plusieurs utilisateurs sur une machine, deux machines? On peut imaginer plusieurs scénarios. On peut très bien imaginer 30, 40 utilisateurs sur une seule machine. Pour le peu qu'on la taille bien comme il faut, il n'y a pas de souci à le faire. Et à contrario, on peut très bien se dire, moi je veux une dizaine de machines, je vais mettre que 3-4 utilisateurs sur chacune des machines, et puis j'éteindrai certaines machines quand j'en ai pas besoin, et puis je gérerai dans ce cas-là les profils utilisateurs via FSLogix, via un conteneur qui lui devra être absolument externalisé. Alors que quand je suis sur une seule machine, finalement j'ai ce choix de faire un petit peu ce que je veux, tout simplement. Donc au choix. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Peut-être pour des problématiques peut-être d'optimisation financière ou de simplification de la gestion, ça dépendra. Mais les deux sont possibles. D'avoir une seule machine pour plusieurs utilisateurs ou quelques machines pour beaucoup d'utilisateurs, c'est possible. Il faudra par contre, à partir du moment où on a plusieurs machines, bien s'attarder sur la manière dont on va répartir les utilisateurs. Si on n'a qu'une seule machine, qu'on soit sur une répartition en largeur ou en profondeur, dans tous les cas, ils vont aller finalement exploiter la performance d'une seule machine. Pas vraiment de répartition de charge de travail. Si on est sur 4 machines, par exemple, et que j'ai taillé mes machines pour qu'elles soient au maximum à 5 utilisateurs, parce que le 6e viendrait faire exploser tout simplement la machine, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le choix entre faire une répartition en largeur, c'est-à-dire que le premier utilisateur ira sur la première machine, le deuxième sur la deuxième machine, le troisième sur la troisième machine, etc. etc. Et puis, une fois qu'on aura fait le tour, on va revenir sur l'ensemble des machines, puis on va répartir un petit peu partout de manière équitable mes utilisateurs, et ce jusqu'à arriver au nombre maximum que j'ai défini pour ma session, parce que je connais bien mes limites d'utilisateurs par cœur sur du bureau distant. On va revenir sur cette petite règle-là. Ou alors j'ai le choix de le faire en profondeur. Donc là, je vais vraiment mettre les 5 premiers utilisateurs sur ma première machine avant d'aller remplir mes autres machines. Et je les remplirai donc au fur et à mesure. La machine 2 sera la prochaine à être remplie avant d'aller remplir la troisième, etc. Donc c'est des choix qu'il faut faire, des choix qui sont très intéressants quand on a vraiment beaucoup d'utilisateurs. Je pense effectivement que quand on approche la centaine d'utilisateurs, ça peut être intéressant de les dispatcher sur différentes machines, peut-être même aussi un peu moins, hein, ça dépend, mais de les dispatcher sur différentes machines et puis se dire, voilà, j'ai peut-être pas forcément besoin que mes machines soient toutes allumées et je fais de la connexion, enfin de l'allumage à la connexion. Pourquoi pas? Donc c'est des choses qui peuvent s'envisager. Ici, pour le coup, je vais me contenter de ça, hein, ça me va très bien, un maximum de 5 utilisateurs, je n'en ai pas non plus énormément sur mon tenant.
et je vais partir sur la partie machine virtuelle. Je ne suis pas obligé de les ajouter tout de suite. Il est possible de déployer des machines virtuelles et puis ensuite de les inscrire à un pool d'hôtes avec une clé un peu spécifique que l'on va générer et qui va permettre de justement faire en sorte de retrouver ces machines dans mon pool d'hôtes d'Azure Virtual Desktop. C'est se compliquer la vie, mais lorsqu'on a déjà une architecture dans Azure, ça peut s'entendre. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va plutôt faire, ça va être de créer des machines virtuelles spécifiquement pour l'Azure Virtual Desktop. Donc, première chose que l'on me demande, c'est encore une fois, dans quel groupe de ressources je veux le mettre. Est-ce que je veux le mettre dans le même groupe de ressources que mon pool d'hôtes ou pas? Je peux très bien avoir un pool d'hôtes et différents types de machines que je vais déployer derrière. Machines qui peuvent peut-être avoir des cycles de vie différents, encore une fois. Si on a le même cycle de vie pour deux ressources, les deux ressources, on les met dans le même groupe de ressources. Parce que quand je supprimerai mon groupe de ressources, je pourrai supprimer l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. Potentiellement, si j'ai lancé du backup, il faudra quand même que j'arrête mon backup avant de faire une suppression effective. Mais bon. Donc ici, vous avez le choix. Soit d'aller chercher vos groupes de ressources autres existants, ou soit de le laisser par défaut identique donc à celui du pool d'hôtes. On va vous demander par contre cette fois-ci un préfixe pour les machines virtuelles, histoire de les retrouver plus rapidement. Oui, parce que si vous en déployez 10, bah, ça peut être assez intéressant d'avoir un dénominateur commun pour ces 10 machines. Si je l'appelle AVD octobre ou oct, tout simplement, je pourrais avoir un oct-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour mes 10 machines. Voilà, ça commencera toujours par le 0 sur l'énumération de vos machines pour les poules d'hôtes. Ici, bah, c'est ce que je vais faire finalement. Je vais juste AVD octobre, je vais mettre un petit tiret. Et ça sera mon préfixe pour mes machines. Je vais en déployer qu'une seule, mais il serait partagé sur plusieurs machines si c'était le cas. Je peux, cette fois-ci, viser, choisir France Centre pour aller héberger ma machine. Là, je vais en héberger d'ailleurs qu'une seule. Est-ce que je mets une zone de disponibilité bien spécifique? La première zone, la deuxième ou la troisième? Ça n'a pas vraiment grand intérêt ici. Si par contre, j'avais tout simplement vocation à déployer plusieurs machines, ça aurait pu être intéressant de les embarquer dans un groupe à haute disponibilité et d'en créer un pour le coup pour ces machines. Sur le groupe à haute disponibilité, ce qu'il fait, c'est que plutôt que d'avoir une seule machine pour votre charge de travail, vous en avez minimum deux, je dis que c'est minimum. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être, ces machines, déployées dans des zones différentes et surtout dans aussi ce qu'on va appeler des fault domaines, des domaines d'erreur. Donc, c'est à la fois des racks, mais aussi des zones physiques différentes. Si l'un tombe, l'autre continue. Donc ça va répondre au besoin d'augmenter le fault tolérance, je crois, en tout cas la tolérance de panne. Oui, voilà, c'est ça, la tolérance de panne physique pour le coup. Ça va aussi vous dispatcher les machines virtuelles sur différents update domaines, donc des domaines de mise à jour. Un domaine de mise à jour, en fait, ce qui se passe, c'est que, on va d'ailleurs les afficher ici, Microsoft ne fait pas de maintenance planifiée sur l'ensemble d'une région Azure et sur l'ensemble d'un data center. Il le fait par domaine de mise à jour. C'est une répartition plus ou moins logique des ressources qui sont à l'intérieur des data centers. Si mes deux machines sont sur le même domaine de mise à jour et qu'une maintenance est planifiée, bien effectivement, lors de la maintenance, mes machines ne seront plus disponibles. Alors, ça dure jamais bien longtemps et on est prévenu à l'avance. On a toujours de quoi anticiper et de mettre en place justement quelques paramètres qui vont nous permettre d'éviter tout problème d'indisponibilité. Par contre, si je veux que ça soit complètement transparent, bah, ce que je peux faire, c'est effectivement les répartir sur des domaines de mise à jour différents. Donc, je peux aller jusqu'à 20 domaines de mise à jour, je crois. Voilà. Donc si j'ai voilà, une centaine de machines, je les dispatche sur 20 domaines de mise à jour carrément. Microsoft fera la maintenance du premier domaine, mais ne fera pas la maintenance des 19 autres. Jamais. C'est un domaine par domaine. Pareil, hein, ici, je peux aller jusqu'aux 3 zones. Si je reprends France Centre, hein, justement, on sait que dans la région Azure, France Centre, on a 3 data centers.
autour de l'Île-de-France, hein, qui sont séparés par plusieurs kilomètres. Donc ça évite certains problèmes. Moi, je pars sur une seule machine, donc je ne vais pas avoir besoin d'un grand cloud disponibilité. Je ne vais mettre aucune redondance. Par contre, ensuite, je vais quand même devoir choisir une chose qui est très importante, et ça, c'est ce qui va définir aussi potentiellement le tarif de votre projet, c'est l'image. L'image de mon Azure Virtual Desktop. J'ai le choix entre plusieurs versions, Windows 10, Windows 11 aussi, pourquoi pas. Si je suis sur du Windows 10, sur du Windows 11, il me faut, pour mes utilisateurs qui vont accéder à ces machines, il me faut le droit au VDI. Le droit VDI, il y a une licence qui existe, hein, qui ne fait que ça, qui s'appelle la Windows 10 VDA par utilisateur, si je ne m'abuse, et qui doit être aux alentours de 13 € en prix public par utilisateur par mois. Ou alors, vos utilisateurs ont un Business Premium. Microsoft 365 Business Premium. Lui est à 16,90 €. Alors oui, il est plus cher, mais il comporte tout ce que vous savez. La suite cloud, la suite bureautique, la partie sécurité avec EMS, Intune, Endpoint Manager dans son ensemble, hein, et d'autres petits avantages intéressants, dont le Shared Access Computer, si jamais on veut faire du RDS pour Office, et aussi justement ce fameux droit au VDI. Il est inclus. Il est inclus dans Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3, E5 et dans d'autres licences dont la liste vous sera aussi partagée dans le dossier à la fin de ces ateliers. Vous aurez une slide avec la liste complète en fait, hein, des licences qui vous donnent le droit au VDI. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si demain, on me dit que j'aimerais bien faire du Remote App pour un logiciel qui, lui, ne s'installe pas sur du Windows 10, mais que sur du Windows Server. Alors, je peux quand même faire de l'Azure Virtual Desktop. Aujourd'hui, c'est même utilisé dans certains cas pour éviter de faire une ferme RDS avec le broker, le gateway, le load balancer, tout ça à gérer vous-même. Là, on va laisser Microsoft gérer ces parties-là en s'appuyant sur Azure Virtual Desktop. Et puis, on va quand même prendre du Windows Server. Comme ça, on va pouvoir poser nos applicatifs qui ne peuvent se poser que sur du Windows Server. Par contre, là, ce n'est pas le droit VDI. C'est les cales RDS. Il faudra juste ne pas les oublier, celles-là. Ce n'est pas le même tarif non plus. Donc, pour le coup, si je dois me rappeler en tout cas des questions à poser à mon client et ou à son éditeur de logiciel qui va être embarqué justement dans du remote app ou dans du bureau à distance, ça va être déjà de savoir sur quel OS je peux installer l'applicatif. Si je reprends des applicatifs comme de l'EBP, du Sage, de la CD, on sait qu'on a besoin d'une base de données. La base de données n'a pas besoin d'être hébergée au même endroit. On peut très bien l'héberger sur une petite machine à part, qu'on aura taillée bien comme il faut pour. Alors on sait que de l'EBP, par exemple, ça utilise du SQL Express. SQL Express, c'est une petite machine, on ne peut pas aller au-delà de 4 cœurs, c'est pas supporté sinon. Et pour le peu que cette machine, on la mette sur le même réseau virtuel que notre Azure Virtual Desktop, bah, les deux machines vont communiquer. Donc lorsque j'installe mon logiciel sur mon Azure Virtual Desktop, je peux lui demander d'aller taper dans la base de données qui est juste à côté. Ça marche très bien. Donc ça m'évite d'être obligé à chaque fois d'avoir un AVD en Windows Server. Donc là, je peux effectivement installer le tout sur du Windows 10 et puis ma base de données, elle est bien tranquille sur son petit Windows Server de l'autre côté. Et seul l'applicatif va aller taper la base de données. Donc seul l'applicatif va aller taper le Windows Server. Du coup, bah, finalement, c'est bien le droit VDI dont j'ai besoin parce que mes utilisateurs, eux, accèdent à du Windows 10. Et après, les logiciels, eux, font leur petite vie. Donc, il y aura toujours des petites questions comme ça à se poser pour voir comment on peut non seulement optimiser la partie tarifaire, puis aussi l'expérience utilisateur. Parce que aujourd'hui, la plupart des utilisateurs sont quand même habitués à Windows 10, peut-être un peu moins du Windows Server. Donc, on se posera toujours cette question-là. Windows Server de 2019, Data Center, si je le prends, j'ai besoin de mes cales RDS pour y accéder. Cale RDS par utilisateur, la cale device n'existe pas pour Azure.
Et sinon, je peux aller sur du Windows 10. Je vais repartir moi sur du Windows 10 avec du Microsoft 365 Apps, histoire qu'il m'installe déjà le client 365. Donc Word, PowerPoint, etc. Vous les nommez, vous les avez, et ils seront déjà installés. Ça va m'économiser quelques clics de mon côté. Une fois que j'ai choisi mon image, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est de choisir la taille. Sauf que là, on va rentrer dans une petite règle. On va faire des maths. Si vous êtes fâché avec les maths, vous inquiétez pas, c'est pas des maths compliqués. Grosso modo, on va définir des profils d'utilisateurs, des profils chez le client. Est-ce que aujourd'hui mon client va utiliser son Azure Virtual Desktop pour faire peut-être tourner quelques petits PowerPoint, à la limite il y a du Word, un Excel simplifié et puis de la navigation sur Internet. Bref, somme toute quelque chose d'assez banal et qui ne va pas pousser beaucoup en termes de performance. On va admettre qu'on est sur un utilisateur léger. Ce que Microsoft raconte en termes de limitation, c'est qu'il va d'abord falloir regarder le nombre maximum d'utilisateurs par cœur. Ici, on admettra jusqu'à 6 utilisateurs par cœur, rien de plus. Mais on pourra quand même aller jusqu'à 6 utilisateurs par cœur, ce qui est déjà énormissime en fait. Si au contraire, je commence à utiliser en plus de ça de l'Outlook, mes Excel, on commence à avoir de sacrées formules derrière qui commencent à taper un petit peu dans la RAM, mais pas que. J'ai potentiellement un logiciel applicatif, un logiciel métier, mais assez standard, type ERP, ou etc. Là, on sera plutôt sur une utilisation qui va être dite standard, moyenne, pour le coup. Et là, ça sera 4 utilisateurs par cœur au maximum. Si au contraire, on a des utilisateurs qui vont utiliser un logiciel métier beaucoup plus poussé, comme de la 3D, je pense à de l'AutoCAD, du SketchUp, qui fonctionne très très bien sur Azure Virtual Desktop pour le peu qu'on prenne la bonne typologie de machine, les NV, qui intègrent les cartes graphiques intégrées, hein, bien entendu. Et bien là, on est vraiment sur une utilisation qui va être dite intense. Et là, on admettra 2 utilisateurs au maximum par cœur. Là, ça commence à limiter un petit peu. Ça commence à limiter, même si au final, on a des machines qui peuvent avoir un sacré paquet de cœurs. Je reprends l'exemple de notre AutoCAD ou du SketchUp. Il a besoin d'une machine qui a une carte dédiée. Et la plus petite machine qu'il aura le droit en France Centre, j'insiste, c'est la NV12, 12 cœurs. Bah, techniquement, je peux déjà aller jusqu'à 24 utilisateurs. C'est pas déconnant. L'autre règle, celle-ci, elle est pas écrite par Microsoft, mais elle est évidente. Ça va être la RAM. Si je fais du remote app, bon, ce n'est pas trop un souci. Je vais juste lancer l'applicatif. Si je connais les prérequis de l'applicatif, ça devrait être bon. Il n'y a pas de souci. Par contre, si je fais du bureau à distance, bah, ça va être une règle toute simple, hein. C'est monsieur le client, vos utilisateurs, quand ils travaillent, est-ce qu'ils peuvent me faire un petit contrôle alt-sup pour avoir un fun tâche et puis regarder dans les performances, bah, tout simplement le nombre de RAM qu'ils utilisent. On va comptabiliser entre 1 à 2 gigas de RAM par utilisateur en règle générale, notamment si on utilise Chrome, un dévoreur de RAM, Teams, lui aussi les gourmands, Outlook, pas mieux, et d'autres logiciels, bien entendu, qui sont aussi gourmands, plus ou moins en RAM. Vraiment, en moyenne, on tourne entre 1,2 et 1,4 giga de RAM sur une utilisation qui est plutôt pas mal. Donc, il faudra juste penser à ça. Et en fonction de ça, bah, je vais me dire combien j'ai d'utilisateurs, quels sont leurs besoins. Est-ce qu'on fait du remote app ou du bureau à distance? Si on fait du bureau à distance, il faut vraiment que je fasse attention au nombre de RAM par utilisateur. Et là, du coup, en fonction d'eux, bah, je vais pouvoir choisir la taille de la machine qui va correspondre. Si jamais je ne connais pas les tailles de machine, il y a un petit lien bah, que je vais vous partager là tout de suite, qui s'appelle Azure VM Comparaison. Vous le voyez, il est ici. Alors, les prix ne sont pas forcément à jour. Les prix, ne les prenez que sur la calculatrice Azure, jamais ailleurs. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est regarder la disponibilité des machines. Voilà. Et vous allez pouvoir... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous le donner avant de... le truc que j'ai mis. Hop. C'est ici.
petit lien assez pratique. Euh, Par la force de l'habitude, on sait aller chercher ces machines, ces tailles de machines. On revient toujours plus ou moins sur les mêmes. Mais quand on ne sait pas, ce lien est vraiment très intéressant. Évitez les machines de la famille A. C'est l'ancienne génération. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je puisse les déployer encore de mon côté. Et surtout, en termes d'optimisation financière, je suis dans l'incapacité totale d'aller les réserver. Donc, quand on est sur de la famille A, le mieux, c'est de fuir. Vous ne prenez pas. Quand bien même ce serait intéressant financièrement. Parce qu'au final, ça ne le sera pas. Encore une fois, je ne peux pas les réserver, donc c'est moyen. Par contre, vous avez la possibilité voilà, d'aller chercher le nombre de cœurs. Alors, mettons voilà, que j'ai, prenons un cas concret, j'ai allez, 4 x 4, 16. J'ai 16 utilisateurs en charge moyenne parce qu'ils font de la bureautique, ils ont un ERP. Donc, je sais qu'il me faut au minimum 4 cœurs. Bon, bah, très bien, je vais aller chercher toutes les machines qui ont 4 cœurs. Allez, je vais quand même laisser sa chance à la petite machine qui a 8 cœurs, on ne sait jamais. Au niveau de la mémoire, bah, 16 utilisateurs. Bon, à la limite, je me dis que si on est plutôt sur une utilisation légère, on peut être aux alentours de 16 gigas de RAM, mais c'est un peu risqué. Sinon, effectivement, bah, si on est plutôt du côté de 2 gigas de RAM par utilisateur, bah, on ira chercher une machine qui aura 32 gigas de RAM. Là, ce que vous allez pouvoir faire, du coup, c'est de trier par prix, comme ça vous aurez le par prix croissant. Même si les prix ne sont pas toujours très bons, le tri n'est pas déconnant par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et là, on va vous proposer des machines. Une B4MS, ça me tourne très bien, même pour de la prod. 4 cœurs, 16 Go de RAM. Oui, mais 16 Go de RAM, c'est peut-être un petit peu chicken quand même. On a 16 utilisateurs, potentiellement avec des logiciels qui vont demander un peu plus d'un giga de RAM. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Bah, tout simplement, on va regarder. On a une B8MS avec 32 Go de RAM. Bon, très bien, mais elle a 8 cœurs. Et puis, c'est une série B, donc c'est bien, c'est intéressant. Mais finalement, pour à peu près le même ordre de prix, j'ai une E4S V4 ou E4 V4, selon que 4 cœurs, 32 Go. Ça correspond à mon besoin, ça peut être intéressant. Donc là, pour mes 16 utilisateurs, qui devraient être sur la même machine pour le coup, bah, je vais prendre une 4S V4. Si par contre j'avais voulu les dispatcher sur 2 machines, bah, j'aurais été chercher 2 machines, mais d'une taille différente, moindre pour le coup. La différence ici, j'en profite, on parle d'Azure Virtual Desktop, on parle aussi de machine virtuelle. Si vous n'avez pas l'habitude, lorsqu'il y a un S dans le nom, parce que vous voyez qu'on a E4V4 et EK13V4, toutes les deux la même taille, le même tarif. La différence, c'est que dès qu'il y a un S, c'est-à-dire que cette machine, ce modèle de machine, est en capacité d'aller accueillir un disque managé de type premium. Et si je mets un disque de type premium, je ne paye pas mes transactions de stockage. Ça peut être intéressant. Donc du coup, moi je vais partir sur une E4S V4 ici dans notre exemple. Hop. Donc je vais aller chercher ici la famille EV4. Et puis, je vais aller regarder ici, j'ai une E4, c'est pas celle qu'on veut, on va descendre un petit peu. Je vois ici E4SV4, je la sélectionne. Hop, si le pavé tactile le veut bien. Et du coup, on la voit ici, standard E4S V4. Alors standard parce que j'ai du SLA derrière. C'est pas le niveau basique, et c'est tant mieux. Combien de machines? Bah, ici, je vais décider de n'en mettre qu'une seule. Et puis, en termes de disque, j'ai le choix entre standard SSD, standard HDD, premium SSD. Comme je vous l'avais dit, quand on a déployé la DDS mardi et sa petite machine virtuelle, le premium SSD, certes, va coûter un peu plus cher en termes de stockage que le standard SSD. Sauf que là, au moins, je suis sûr que mes transactions de stockage ne vont pas venir gonfler le budget, voire l'exploser totalement. Et en plus de ça, je pars sur des disques avec plus d'IOP, donc plus de performance. Donc, il y a tout intérêt ici de partir sur un premium SSD. On ne me demande pas la taille de cet OS. Donc je sais que par défaut, il va me déployer un 128 Go. Enfin 127, mais ça sera un 128. Donc ici, je vais continuer. Est-ce que je veux un diagnostic de démarrage ou pas? Vous pouvez le laisser, effectivement. Moi, je le désactive, mais ça peut être intéressant de voir effectivement si tout fonctionne bien comme il faut. Pourquoi pas?
Donc ça utilise du log analytics, hein, si je ne m'abuse, et ça va vous stocker ça dans un petit compte de stockage. On parle de pas grand-chose, de quelques centimes, quelques euros à la limite, mais vraiment les logs sont très légers pour le coup. Donc moi je le désactive et je vais enfin chercher mon réseau virtuel. Alors, c'est là où on va faire attention à plein de choses, beaucoup de choses. Si je veux faire le déploiement d'Azure Virtual Desktop en m'appuyant sur mon Azure Active Directory Domain Services, parce que j'aurais peut-être l'intention simplement de faire en sorte que mes machines soient jointes au domaine, parce que je le gère, on va dire classiquement, mon domaine, et parce que j'ai peut-être aussi besoin d'avoir l'utilisation des profils utilisateurs avec FSLogix, mais via un compte, on va dire, externalisé à ma machine, donc un Azure File Share. Pour faire ça, il faut avoir la ADDS parce que ça vous demandera d'activer les droits RBAC, c'est-à-dire les rôles Base Access Control, sur votre Azure File Share. Et ça, c'est possible que si on a un ADDS. Donc, si je veux partir sur le déploiement, on va dire, classique de l'Azure Virtual Desktop, alors classique parce que c'était le premier qui était disponible, il faut que je m'appuie sur mon Azure Active Directory Domain Services. Donc, soit je me mets sur le réseau virtuel où mon Azure Active Directory Domain Services se trouve, de manière à ce que ça communique, soit je me mets sur un réseau virtuel qui a été appairé au réseau virtuel de la ADDS pour que ça communique encore. Donc, on va bien faire attention à ça. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si j'ai de la base de données pour mon applicatif que je vais mettre sur mon Azure Virtual Desktop et que cette base de données, je la mets sur une autre machine, je vais faire attention aussi à bien tout déployer sur les mêmes réseaux virtuels de manière à ce que ça communique bien. Pour les sous-réseaux, là, je peux faire un petit peu ce que je veux. Alors, je sais qu'on avait déployé des choses dans, je ne sais pas encore, et on va continuer à déployer des choses sur ce sous-réseau-là que j'ai créé au préalable, hein, du coup, lors de la création de mon VNet. Groupe de sécurité réseau, je lui en mets un de base. Et de base, vous voyez que contrairement à ce qu'on a vu sur la création de la machine virtuelle pour la DDS, là, il me met automatiquement un non pour les ports d'entrée. Donc les ports d'entrée publics sont tous bloqués. Et donc c'est pour ça que je l'aime bien aussi ce NSG-là. Il va donc être au niveau de l'interface réseau de mes hôtes de session. Et il va dire, voilà, moi je ne veux pas qu'on aille se connecter en 3389. Oui, mais comment je fais pour m'y connecter? Je vais utiliser un gateway. Et le gateway, il est automatiquement déployé, géré par Microsoft. Et je vais avoir deux manières d'atteindre, du coup, mon Azure Virtual Desktop, soit via le client RDWeb, que vous voyez ici dans mes favoris, rdweb.wvd.microsoft.com, etc., soit via un client Windows Virtual Desktop que l'on peut mettre en place directement sur le PC. Alors, il y a une question, du coup, pour l'authentification Windows, peut-on utiliser le compte Azure AD sans ADDS? Oui, justement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est tout l'intérêt, effectivement. Je vous ai montré tout à l'heure donc la DDS, enfin tout à l'heure, cette semaine, le temps passe vite, pour effectivement vous montrer comment on peut répondre à certains scénarios qu'on a pu voir avec Cédric et aussi répondre à ce besoin de faire de l'Azure Virtual Desktop sur de la DDS. Mais on peut s'appuyer sur Azure AD. Je vous montre ça ici tout de suite. On me demande du coup le domaine à joindre. Alors, soit j'utilise un Active Directory, qu'il soit on-prem ou qu'il soit Azure ADDS, pour lequel je vais nommer mon UPN de jonction. Donc ici, alors c'est pas le même que celui qu'on a créé en début de semaine, puisque je ne suis pas sur le même tenant, mais pour autant, on s'en approche. Ici, c'est un admin domaine at webinar.on, Microsoft, etc. Vous mettez ensuite le mot de passe, vous spécifiez, attention, par défaut, c'est sur non. N'oubliez pas de bien cliquer sur oui pour spécifier un domaine. Et là, vous spécifiez le domaine, webinar.microsoft. Et là, si je voulais vraiment aller jusqu'au bout, avec son gentil petit mot de passe.
j'irai pas jusqu'au bout de ce déploiement-là. Donc ça, c'est ce que vous devez faire quand vous voulez vous adosser à Azure AD-DS ou sur un AD-DS que vous avez en local pour lequel vous avez mis en place les différents droits comme il faut. Mais ça, effectivement, c'était la seule manière de déployer jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de septembre. C'est une manière qui est importante, encore une fois, je le précise encore, et on l'a découvert assez récemment, notamment avec l'un des participants ici présents, que pour utiliser FS Logix, il faut passer par là. Par contre, je ne suis pas obligé de passer par là. Pas obligé d'externaliser mes profils utilisateurs, je peux faire ça en local, et du coup, je ne suis pas obligé finalement d'avoir mon Active Directory Domain Services. Au lieu de Active Directory, donc, je peux préciser que je vais déployer sur l'Azure Active Directory, donc sur l'Azure AD. Et c'est là où effectivement on va pouvoir reprendre les authentifications de l'Azure AD. Même si j'ai pas d'ADDS déployé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Tous mes utilisateurs cloud, mes utilisateurs qui sont dans Azure AD, vont pouvoir se connecter avec leur login et leur mot de passe, ce dont ils ont l'habitude avec leur Microsoft 365, si j'ai mis l'abonnement Azure sur le même tenant. Même tenant, d'ailleurs, le même tenant Azure AD, c'est ça son vrai nom. Donc du coup, si je veux faire ça, j'ai juste à choisir Azure Active Directory, tout simplement. Je peux aussi, en un clic, dire oui, je veux l'inscrire dans Intune. Et ça se fait automatiquement. Par contre, je vais quand même, quoi qu'il arrive, quels que soient les deux modes de déploiement que je choisis, il va falloir que je mette un compte local d'administration. Moi, je vais reprendre le même compte que d'habitude. Est-ce que c'est sécurisé ou pas? Ça, je vous laisse seul juge de vos stratégies de sécurité. Mais en tout cas, il sera nécessaire de bien mettre un compte local d'administration et de s'en souvenir. Ne le perdez pas, s'il vous plaît. Alors pareil, je peux aller un tout petit peu plus loin. Ici, on me dit que je pourrais utiliser des modèles ARM. Donc, je pourrais héberger un modèle ARM dans mon compte de stockage Blob, spécifier l'URL nécessaire pour y accéder, de manière à avoir des déploiements avec ce qu'on appelle l'état souhaité, donc la configuration de l'état souhaité. C'est aussi ce qu'on appelle donc du coup sur la partie documentation anglais le Desired State Configuration. Et pour la petite parenthèse, le Desired State Configuration est aussi une extension que vous pouvez mettre sur vos machines virtuelles lorsque vous voulez faire du scale set, par exemple, donc la mise à l'échelle automatique. Et c'est effectivement Scale qui me dit, moi, si non plus, eh bien, je veux qu'elle soit configurée de cette manière. Voilà. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut faire, sauf que là, ça serait plus pour faire de la configuration personnalisée. Donc ça vous fait gagner du temps, mais il faut savoir bûcher son script en amont. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, moi je vais juste passer à l'espace de travail. Donc l'espace de travail, on l'a vu tout à l'heure, c'est comment je vais organiser l'espace dans lequel mon utilisateur va se connecter. Donc je vais en ajouter un, et puis je vais l'appeler ici Octobre Space. Hop, voilà, tout simplement. On fait OK. Il n'y a rien de plus, si je lui donne un nom. Et là, on va pouvoir aller dans les parties de maintenant. Donc, est-ce que je veux remettre des paramètres de diagnostic? Vous pouvez en mettre, pas forcément, mais en tout cas, si vous les mettez, ça va utiliser les logs, donc sachez-le. Qui dit l'utilisation de log dit que vous avez déployé en amont un espace de travail Log Analytics aussi. Pour le coup, moi, j'en ai pas besoin. Je vais partir sur mes étiquettes et ça, j'en ai besoin. Notamment type VM, c'est potentiellement une VM que j'ai envie d'automatiser, justement. Ça peut être aussi, encore une fois, la raison. Donc là, c'est les ateliers MS Octobre. Et puis ça me va bien. Après, je peux remettre encore type VM, normalement. Alors, type VM, rôle VM plutôt, parce que type VM, c'était pour côté automatisé. Mais rôle de VM, je peux juste rappeler si j'ai besoin que c'est un autre AVD, AVD host. Voilà, juste pour me rappeler à quoi sert cette VM-là. Je peux faire vérifier plus crée. Donc, on va regarder si tout est bon, s'il n'y a pas de souci. Validation réussie, en vert, en gros.
Très bien. Juste avant de me dire validation réussie, j'ai un petit message juste en dessous qui est assez intéressant. On me dit, vous êtes éligible à une nouvelle offre promotionnelle Azure Virtual Desktop. Elle expire le 31/12/2021. Cliquez ici pour utiliser l'offre. Alors, c'est à utiliser une fois par tenant. Si et seulement si, enfin, de toute manière, s'il vous montre, c'est que vous êtes éligible. Mais si vous n'avez... ah, quoique, vérifiez quand même. Mais en gros, c'est une promotion qui dit que si sur mon tenant, je n'ai jamais déployé d'Azure Virtual Desktop sur de la machine D ou de la machine BS, alors j'aurai pendant 90 jours 35% d'économie, enfin de réduction de mon coût de compute. Mais il faut effectivement que le tenant soit vraiment éligible. Euh, Pas sûr que le message, si le message doit s'afficher pour tout le monde en fait. Donc faites attention, quand je clique dessus, on va me demander et puis ça va effectivement vérifier si oui ou non je peux le faire. Donc c'est une promo qui peut être intéressante et qui coule qui court jusqu'au 31 décembre 2021. Donc moi, je ne vais pas l'activer. Je vois que ma validation est réussie. Je suis plutôt content avec ce que j'ai fait en termes de nommage de tout, en fait, finalement. Le nom préfixe de machine virtuelle, les machines en elles-mêmes, etc. Je fais créer et ça va mouliner. Sauf que le temps que ça mouline, ce que je vais vous montrer, hop, alors je vais le laisser, voilà. Donc il mouline, très bien. On va quitter la fenêtre. Quoi qu'on peut la laisser. Je reviens juste sur mon Azure Virtual Desktop. Hop, je vais faire menu, accueil, Azure Virtual Desktop, que j'ai épinglé sur mon tableau de bord, toujours plus rapide. Et quand il sera déployé, du coup, mon Azure Virtual Desktop, je vais le retrouver dans mes poules d'hôtes. Et là, il va falloir faire une chose qui est très importante. Si vous avez déployé sur l'AADDS, donc l'Azure Active Directory Domain Services, vous n'avez rien d'autre à faire que d'aller dans les utilisateurs, de choisir vos groupes, vos utilisateurs. Je vais aller chercher Bob. Je vais cliquer sur l'utilisateur en question. Je vais lui affecter une attribution individuelle. Alors, attention pour les groupes aussi. Hein. On aurait tendance à vouloir faire l'attribution groupe, mais on fait aussi une attribution individuelle lorsqu'on choisit un groupe, de manière à ce que tous les membres du groupe aient une attribution individuelle pour accéder à mon groupe d'applications. Donc ici, j'ai choisi mon utilisateur, attribution individuelle, ajouter, et puis je vais aller chercher mon pool d'hôtes. Donc là, on le voit, Octobre PH DAG pour Desktop Application Group, parce qu'on me rappelle que c'est du desktop. J'aurais pu faire un remote app. Alors pour ça, il faudrait que je supprime mon groupe d'application desktop, et je pourrais mettre après du remote app, et soit je fais du MSX app attach. Moi, j'ai rien pour configurer des packages MSX, ou alors tout simplement, mais je peux demander à un administrateur moi-même, hein, si je suis administrateur de la machine, d'aller installer des logiciels. Et une fois qu'ils seront installés, ils seront donc disponibles depuis le menu démarrer. Et lorsque quand je crée un groupe d'applications en mode remote app, bah, je peux tout simplement définir, sélectionner les applications que je mettrai en remote app depuis le menu démarrer. Voilà. Bon, ici, moi, je suis en desktop. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter pour Bob. Alors, peut-être qu'en cours de création, il prend un peu plus de temps. Voilà, ça aurait dû être un peu plus rapide. Je vais quand même revenir en arrière. Donc ça, c'est fait pour Bob. Et puis, je vais le mettre pour mon admin. Si je sais écrire admin, voilà. Ici, je vais faire pareil, attribution individuelle. Je vais ajouter et je vais avoir mon Octobre PH DAG, mon application group desktop pour notre pool d'hôtes qu'on vient de créer ensemble. Voilà, il est apparu, tout va bien. Donc j'ai ajouté mes deux utilisateurs. Si on est encore une fois sur un déploiement sur Azure Active Directory Domain Services, je n'ai rien à faire de plus que de me connecter et voir si ça fonctionne. J'attendrai bien entendu que le déploiement soit terminé pour ma machine virtuelle et que ma jonction domaine soit bien terminée aussi. Et tout ça, je le vois dans mon déploiement qui est en cours. Nous, là, ce qu'on a fait, c'est un peu différent. On a fait un pool d'hôtes qui a des machines qui, elles, ont été déployées sur Azure AD, pas AADDS. Donc, je dois faire deux petites manipulations supplémentaires de manière à ce que je puisse me connecter à ces machines.
Premièrement, je vais aller dans Pool d'hôtes. Je vais retrouver mon pool d'hôtes, donc ici Octobre PH, je clique dessus et je vais avoir son menu qui lui est propre, notamment les propriétés RDP. On voit ici, hein, il n'y a pas encore de machine, il n'a pas terminé de déployer, mais ce n'est pas bien grave. On va aller dans propriétés RDP et là, je vais avoir plusieurs choses. Déjà, des menus concernant le comportement de la session, les comportements aussi, les redirections des appareils, tout ce qui va être imprimante, tout ce qui est carte à puce, périphérique USB, etc. Et puis surtout, vous avez ici les paramètres avancés. Et si vous voulez pouvoir utiliser Azure AD pour vous connecter à votre Azure Virtual Desktop, il va falloir ajouter ce petit code, donc petit point pour ajouter un nouveau code. Vous allez devoir ajouter target pour la cible, is AAD donc, et Azure AD, join, joindre, en fait on fait un AD join tout simplement de cette machine, une target is AAD joined 2.i 2.1. Sachant que ce code-là, ne vous inquiétez pas, ne l'apprenez pas par cœur, on vous partagera la page Microsoft qui comporte un guide complet sur ce déploiement, sur cette méthode de déploiement, et qui rappelle bien entendu ce code. Donc il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Donc target is AAD joined .i 2.1, j'enregistre. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai enregistré ma propriété RDP, ça c'est la première manipulation. La deuxième, eh bien, c'est d'aller, hop, je retourne dans mon accueil, je retourne dans mon tableau de bord. Donc, moi, j'ai épinglé mes machines virtuelles. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retrouver vos machines virtuelles en faisant machine virtuelle dans la barre de recherche. Et on va aller retrouver cette machine virtuelle qui a été créée pour notre pool d'hôtes, donc AVD-oct-0. AVD-oct étant le préfixe que j'ai demandé à avoir pour l'ensemble des machines que je mettrai derrière ce pool d'hôtes. Et là, je vais devoir donner aussi des contrôles. J'ai deux types de contrôles. Je clique sur ma machine. Dans son menu, en dessous de vue d'ensemble, j'ai contrôle d'accès IAM. Et si je vais dedans, je vais pouvoir faire le petit plus ajouter, ajouter une attribution de rôle. Je vais pouvoir ajouter pour des utilisateurs, mais aussi pour des groupes, encore une fois. Ça peut être assez intéressant si vous avez une centaine d'utilisateurs. Mettez-les plutôt dans un groupe, ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, ici, on me propose plusieurs niveaux de droit. Est-ce que je vais être propriétaire, contributeur, lecteur? Non, je ne veux pas être tout ça. Ce que je veux, c'est pouvoir me connecter à la machine, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'administrateur. Si je veux être en tant qu'administrateur, j'ai le droit qui s'appelle connexion de l'administrateur de l'ordinateur, tout simplement. Si je veux simplement être utilisateur, sans les droits d'admin, connexion de l'utilisateur de la machine virtuelle. Donc si j'ai un admin chez mon client, je donnerai bien connexion de l'administrateur de l'ordinateur, et puis tous les autres qui doivent être utilisateurs, connexion de l'utilisateur, tout simplement. Donc là, moi, je vais choisir un admin, je vais faire suivant, et puis je vais aller taper dans mon Azure AD. Là, du coup, je vais sélectionner, alors, on peut sélectionner des groupes ou des utilisateurs. On peut aussi sélectionner ce qu'on appelle des identités managées. C'est autre chose. Dites-vous qu'on peut, dans Azure, affilier une identité managée à des ressources. Une machine virtuelle peut avoir une identité managée et donc avoir des droits sur d'autres ressources. Il faut le savoir, c'est assez pratique dans certains cas un peu spécifiques. Mais nous, là, c'est bien des utilisateurs qu'on veut. Donc, j'ai juste bien sélectionné utilisateur ou groupe, et puis je vais aller chercher, hop, sélectionner les membres. Je vais sélectionner mon admin, voilà. On voit, il est sélectionné, il est passé en bas. Je vais sélectionner Bob, toujours là. Bob, il apparaît depuis mon Azure AD. Je clique dessus, il apparaît en bas. Donc les deux ont bien été sélectionnés. J'oublie pas de valider ma sélection en cliquant sur sélectionner en bas. On me rappelle ici les noms de mes deux utilisateurs, leurs ID d'objets. On me rappelle que ce sont des utilisateurs, c'est toujours mieux. À la limite, je peux faire une description du pourquoi, du comment. Bon, ça peut être intéressant, mais pas dans notre cas. Je vais juste faire suivant, vérifier attribuer. Et là, maintenant, mon admin et Bob sont tous deux utilisateurs du groupe d'applications de mon pool d'hôtes, de mon AVD, mais ils sont aussi tous les deux, pour le coup, administrateurs, puisque je leur ai donné les
droit de connexion d'administrateur à la machine, et c'est bien au niveau de la machine virtuelle que j'ai fait ça. Et là, bah, je vais pouvoir les connecter et utiliser tout simplement les services. Étant donné que le déploiement n'est pas terminé, je vous ai préparé justement tout à l'heure un autre petit pool d'hôtes. Voilà, je vous ai préparé, alors comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé shared, AVD shared, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il est partagé entre justement mon admin et Bob, puisqu'on est sur du groupé. Alors, on le voit ici à chaque fois dans la liste des pools d'hôtes. Est-ce que j'ai fait du groupé? Est-ce que j'ai fait du personnel? Si c'est du personnel, alors on est sur du persistant en termes de répartition. Enfin, on ne pourra même pas parler de répartition finalement. Comment ils appellent ça? Type d'équilibre de charge? Oui, ça marche aussi. Par contre, en groupé, bah, je vois si j'ai fait en profondeur ou si j'ai fait en largeur. Donc, on retrouve vraiment toutes les informations d'un coup d'œil comme ça. C'est plutôt pratique. Si je perds vos... Voilà. Si je perds vos questions, ça va être problématique. Du coup, mon AVD Shared, je l'ai déjà fait. Donc, pour m'y connecter, alors là, je suis connecté en tant qu'admin @webinar. Moi, je vais tout simplement ouvrir un nouvel onglet. Je ne suis pas admin de mon PC physique, donc je n'ai pas pu installer le client Windows Virtual Desktop. Si vos clients ont besoin de l'utiliser pour des besoins de graphisme, je vous conseille quand même le client Windows Virtual Desktop. En navigateur, ça aurait tendance à légèrement pixeliser, ce qui pour nous n'est rien, mais pour un créatif, bah, ça ne va pas le faire. Mais pour la vie de tous les jours, bah, via le navigateur, c'est très bien. On a ici donc le lien RD Web. Je vais me connecter dessus. Et là, du coup, voilà, il va me demander mon login et mot de passe de mon admin. Alors, ce que j'ai fait moi ici, vous allez le voir, et je vais mettre mon mot de passe. C'est mon admin, mon login et mon mot de passe de mon Azure AD. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai juste demandé à avoir du MFA. Donc, j'ai mon authentificateur, mon Azure Authenticateur sur mon mobile, qui vient de me dire, hop, approuver la connexion. Alors oui, je vais l'approuver. C'est un peu plus compliqué sinon. Voilà, j'approuve la connexion et je suis connecté à mon espace de travail. Mes espaces de travail, en l'occurrence. Et donc là, à partir de là, bah, je vais commencer à travailler. Si vous voulez savoir comment on met en place le MFA sur de l'Azure Virtual Desktop, il faut avoir au minimum de l'Azure AD P1. Ce n'était pas le cas il y a peu de temps encore. On était obligé d'avoir du P2. Donc là, ça a été ouvert à P1. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça se passe en contrôle d'accès dans vos conditional access que vous allez retrouver dans votre Azure AD. Et ça, si vous êtes intéressé, pareil, le petit guide, il sera avec toute la documentation. Il n'est pas compliqué à mettre en place. Mais du coup, j'ai mon share de space, hein, du coup. Alors, on voit que Octobre Space est déjà là, mais j'ai pas vu passer le petit message tout à l'heure. Et puis, quand bien même elle est déployée, laissons-lui encore 5-10 minutes le temps de s'allumer. Du coup, hop, je vais aller dans mon share de space. Je vais autoriser les accès. On a vu, hein, je peux même faire du transfert de fichiers depuis mon local vers la machine. Ça marche si et seulement si vous n'êtes pas en navigateur in private. Là, ça marche beaucoup moins. On ne m'y autorisera tout simplement pas. Donc là, on me redemande mon mot de passe. C'est toujours le même. C'est le mot de passe de mon Azure AD. Et ici, c'est simplement pour pouvoir me connecter à mon Windows. Donc là, il me connecte gentiment. On voit que j'ai deux, trois petites choses. Un navigateur ouvert sur Microsoft 365. On peut revoir effectivement, là c'est une expérience Windows 10 somme toute basique, pas grand chose à vous montrer ici. Alors je l'ai fait très très vite tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de paramétrer ce PC finalement, donc vous voyez qu'il est encore en anglais, mais type here to search pourrait très bien être un taper ici pour rechercher, et j'aurais pu définir la langue et le fuseau horaire bien entendu. Ça reste un PC comme un autre, hein, pour le coup, avec les mêmes possibilités. Et là, donc, j'ai mon admin qui est connecté à ce share de space. Ce que je vais vous montrer, c'est que, hop, voilà, Bob est déjà connecté. Je n'ai pas mis de MFA sur Bob, mais Bob est connecté aussi.
Et je vais pouvoir aussi aller, alors comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire de transfert du fichier quand on est sur un navigateur in private. Je peux ou pas autoriser le presse-papier des imprimantes. Ça, dans nos propriétaires d'épée de tout à l'heure, nous avons mis le target, ISAAD join dans les paramètres avancés. Dans les redirections d'appareils, etc., et puis dans le comportement de la session, tout ça, j'aurais pu le bloquer, tout simplement, si je n'ai pas envie que mon utilisateur puisse l'utiliser. Bon, là, en l'occurrence, je vais autoriser. Ça va me connecter de la même manière, donc il va me demander mon mot de passe pour pouvoir aller sur mon petit Windows 10 qui va bien. Je me dis qu'on pourra tout de même le faire en Windows 11 pour la beauté du geste. Mais c'est pas grave. Hop, on va faire du mode comme il faut, voilà. Et Bob va se connecter gentiment. Oui, non, pas forcément. J'ai pas forcément envie de faire ça. Oh, pourquoi pas? Allez. Ouais, non, non, allez. Skip for now. J'ai pas envie de vous embêter avec ça, je le ferai plus tard. Bref, donc là je me connecte à ma session que j'ai quittée tout à l'heure. Donc elle était ouverte sur, pareil, hein, sur mon navigateur, donc c'est du Edge, sur mon SharePoint. Sur mon SharePoint où effectivement je ne vois que ce qui m'est partagé. Et finalement, je retrouve exactement la même machine. Et là, on est tous les deux sur la même machine. J'ai, hop là, on va faire une petite différence. Lui, il a le SharePoint ouvert. Et lui n'a pas le SharePoint ouvert, mais il a, je sais pas, il va ouvrir son petit Teams, déjà, voilà. Je ne sais pas avec qui il va discuter, avec Bob, très certainement. Voilà. Bob qu'on va très certainement retrouver là, et on va avoir un temps de réponse qui sera tout aussi bien que ce que vous connaissez. Donc là, un petit salut de Kevin vers Bob. Alors forcément, j'ai pas passé les tutoriels comme ça. Ah, je reviens de l'autre côté. Bon voilà, j'ai Kevin qui m'a dit salut. Hop, voilà. Et on va pouvoir lui répondre gentiment. Donc on est vraiment sur une session typique. Il faudrait juste effectivement peut-être le repasser en français, hein, c'est toujours plus agréable. Donc voilà un petit peu comment on fait de l'Azure Virtual Desktop. Que vous dire de plus? Je reviens ici dans mon portail Azure. A priori, ce qu'on a fait a été déployé, c'est très bien. Je vais juste vous montrer quelque chose sur ce qu'on a fait. Le groupe d'applications. Donc le groupe d'applications, je pourrais très bien faire créer ici, poser deux, trois choses, mais je ne vais pas avoir de pool d'hôtes libre pour pouvoir le faire. Mais j'aurais pu faire un remote app. Donc là, effectivement, si je voulais le faire, je vais prendre, hop, je reviens sur Azure Virtual Desktop, groupe d'applications. Il faudrait que je retire donc le Octobre PHDAG, notre groupe d'applications desktop. Hop, supprimer, tout simplement. Confirmer en disant oui. Je ne sais plus l'écrire. On va supprimer ce groupe d'applications. Et puis derrière, on va monter un groupe d'applications en mode remote app. Comme je n'ai pas de packaging MFX, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on a dans le démarrer. Il n'y aura pas grand-chose. Peut-être du Paint, il y aura peut-être un PowerPoint, il y a peut-être deux, trois choses qui vont se balader. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Alors, ça prend un peu de temps par contre. On va le laisser un petit peu avancer. Si vous avez des questions, d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser. Après, je ne sais pas si j'avais été très clair aussi pour la partie, pour la question qui a été posée sur l'utilisation du compte Azure AD. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment lors du déploiement hein, qu'on choisit si on veut faire un déploiement sur Azure AD ou sur Azure AAD. Sachant que même si on veut, si on déploie l'Azure AADDS, il faut se dire que par défaut, l'Azure ADDS est aussi synchronisé avec l'Azure AD. Donc, dans tous les cas, mes utilisateurs vont utiliser le login et mot de passe qu'ils ont l'habitude pour leur Microsoft 365 pour pouvoir aller sur leur virtual desktop et puis pour travailler tout simplement dessus. Autre chose, Azure Virtual Desktop, c'est de la machine virtuelle. Donc, on a vu hier comment backuper la machine virtuelle. C'est exactement pareil. Là, je pourrais très bien retourner dans mon coffre
aujourd'hui, l'orthographe, c'est pas mon fort, qu'offre Recovery Services et je pourrais reprendre mon backup Octobre Volt, puisqu'il est en France Centre. Il va retrouver notre machine Octobre. Je peux définir la sauvegarde. Donc, je passe sur les explications que vous avez eues hier. Et je vais reprendre cette stratégie qui est très bien. Et puis, je vais aller chercher justement hop, l'AVD Octobre 0 qu'on a créé à l'instant. Je vais lui dire OK, je vais embarquer cette machine dans la stratégie de sauvegarde. Parce que ça peut toujours être intéressant de sauvegarder ce qu'on fait sur Azure. Donc là, ça va mouliner un petit peu, et puis une fois que ce sera fait, ben, il va me lancer ma sauvegarde bien comme il faut. On voit que la commande supprimer est terminée. La seule chose que j'ai supprimée, c'était le groupe d'applications. Donc du coup, ça veut dire que si je reviens dans Azure Virtual Desktop, dans mon pool d'hôtes, on voit toujours mon Octobre PH, tout va bien. Si je clique dessus, d'ailleurs, je peux voir si ma machine elle est disponible. Il y en a une et elle est disponible. Tout va bien jusque-là. Ce qui veut dire que je vais juste en profiter. Non, on va d'abord faire le groupe d'applications. Je vais ensuite dans le groupe d'applications, donc. Voilà, donc on va retirer le desktop application, ce qui veut dire que, hop, ici, si je faisais un F5, je ne verrais pas mon session desktop. Je verrais que October Space. On va faire un petit refresh. Et puis, je ne vous remets pas l'espace de travail, voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, puisque justement, on va faire un groupe d'applications. Donc, on va revoir un petit peu tout ça. Et le groupe d'applications, bah, du coup, on va partir sur autre chose. Là, je vais définir encore une fois l'abonnement. Je vais définir, je vais reprendre l'AVD Octobre, hein, le groupe de ressources, ça me va bien. Le pool d'hôtes, bah, je vais prendre celui qu'on a libéré, Octobre PH. Et puis, cette fois-ci, je vais faire du remote app. Je vais l'appeler Octobre. Je suis très original. Ensuite, sur la partie applicative, je vais ajouter les applications que je veux en remote app. Alors, c'est là où je vous dis, hein, vous faites ajouter des applications. Soit vous avez le chemin de fichier, soit vous avez le package MSIX. Voilà, je vais y arriver. Si vous avez un package, il faudra effectivement aller le sélectionner et pour ce faire, il faudra aussi le stocker tout simplement dans votre Azure. Moi, j'ai rien pour le package. Ce que je vais pouvoir faire, alors je vois plus mon menu démarrer, c'est un peu embêtant, donc c'est dommage. J'aurais dû le faire autrement, autant pour moi. Mais normalement, vous aviez le menu démarrer qui était censé être disponible. Sélectionner l'application du menu démarrer, oui, 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 mais c'est l'effet démo. Voilà. Donc l'effet démo fait que j'ai dû aller un tout petit peu trop vite. Je ne lui laisse pas assez de temps pour vraiment démarrer comme il faut la machine. Mais normalement, vous avez le troisième qui me demande menu démarrer. Et depuis le menu démarrer, bah, j'ai la liste de toutes mes applications. Donc je choisis mon Word, mon PowerPoint, mon EBP si je l'ai installé, mon Paint. Parce que j'ai pas grand-chose de plus sur la machine. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais les avoir. Donc, de la même manière que vous avez sous votre espace de travail, ici, Session Desktop, vous aurez le logo des différents applicatifs. Et quand ils vont s'ouvrir, bah, de la même manière qu'ici, c'est-à-dire que, hop, vous faites ça, ça vous ouvre un mini onglet et ça vous ouvre directement l'application. Et on peut ouvrir plusieurs applications en même temps qu'on va gérer là, faire appel à votre imagination. Imaginons que ce petit pop-up soit le login de l'un de mes applicatifs pour mon EBP, voilà. Eh bien, je pourrais le bouger un petit peu où je veux et ouvrir une autre fenêtre pour mon PowerPoint, par exemple. Voilà. Ce sera exactement comme ça que ça fonctionnerait. Si j'ai bien compris, si on a plusieurs machines, pour pouvoir utiliser FSLogix pour les sessions, nous serons obligés d'avoir un ADDS. Oui, tout à fait. C'est la petite découverte qu'on a vue. Alors, on l'a vu sur deux choses. Déjà des tests de cette semaine, de la semaine à cheval entre la semaine dernière et cette semaine. Et effectivement, ce qu'on racontait, alors je ne sais plus si c'était Pierre Chenet ou Stanislas Castana, mais lors du dernier webinaire sur les nouveautés Azure, ils ont reparlé d'Azure Virtual Desktop
et ont bien précisé effectivement que l'utilisation d'FS Logix pour, stocker mes profils, stocker et gérer mes profils d'utilisateurs en dehors de la machine, donc pourquoi pas dans un Azure File Share, ça nécessite d'avoir un ADDS. Oui, tout à fait. Hop, je vais quand même me reconnecter, pour la beauté, du geste. Hop. Ah, il va pas me redemander mon MFA, hein. Il demande, d'ailleurs, le MFA seulement, pour l'espace de travail et je l'ai configuré de manière à ce qu'il me le demande seulement si ça fait plusieurs minutes que, je suis déconnecté. Pour la petite info, si jamais vous vous demandez pourquoi je peux me connecter aussi facilement, une seconde fois. Voilà. Du coup, je vais arrêter le partage. N'hésitez pas si vous avez, d'autres petites questions, parce que pour le coup, on a fait le tour de la VD. Hem, Après c'est de la machine virtuelle. C'est de la machine virtuelle, vous l'arrêtez, vous augmentez la taille, vous diminuez la taille, vous augmentez ou vous attachez des nouveaux disques. Rappelez-vous toujours ces limitations, hein, sur les disques, 4095 gigas pour l'OS, 30 et quelques mille, bref, la taille la plus grande que vous pouvez sélectionner. En tout cas, ce sera cette limitation-là pour tout ce qui est disque managé autre que l'OS. Et puis, comme les machines virtuelles, je peux les automatiser. Donc ça, on l'a vu hier finalement, et c'est pas plus mal en termes de timing. Et vous pouvez les réserver. En Remote App, si on peut choisir depuis le menu démarrer les applications à utiliser, c'est quoi l'intérêt des MSX? Bah, l'intérêt des MSX, c'est justement de pousser toi tes propres packages avec tes configurations et de les pousser sur 1, 2, 3, 10, 100 machines de ton pool d'hôtes, de manière très simple. Parce que le menu démarrer, du coup, oui, c'est intéressant, mais encore faut-il qu'il y ait des choses sur ta machine. Donc si tu n'as qu'une seule machine, bah, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Par contre, si tu en as une dizaine, ça commence à devenir, voilà, exactement, c'est pour faire ça en masse. Hem, c'est de la gestion, on va dire, ouais, de configuration, de pousser les applications sur les VM, massivement, si on peut dire. Enfin massivement, mais même déjà si tu as 3-4 machines, ça peut déjà être intéressant. Après me me demandez pas comment les faire. Encore une fois, j'ai pas les droits, de mon côté. Je vais peut-être me faire une machine virtuelle pour lesquelles enfin un Azure Virtual Desktop pour lequel je suis admin, celui-là même qu'on a utilisé, pour tenter de faire des packages, voir un peu ce que ça donne. Et si je trouve qu'il y a des choses intéressantes à raconter, ça sera peut-être, l'objet d'un webinaire, on ne sait jamais. Donc surveillez vos boîtes mail et puis on continuera potentiellement de vous spammer, de vous harceler. Alors oui, merci pour le partage, c'est effectivement, l'un des liens qui sera disponible sur, sur le dossier OneDrive. Du coup, Willy qui a partagé le lien pour, la partie MSX, mais vous aurez aussi les liens pour, FSLogix, des liens pour, tout en fait, hein. Le but, c'est que vous ayez votre petite bible de, l'Azure Virtual Desktop et la petite bible en fait de nos webinaires. Ce tous les guides sur lesquels nous on se pose et on se repose et qu'on challenge aussi, pour voir si tout fonctionne comme il faut. Donc, tout sera à disposition dans le OneDrive. Ah, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Je ne sais pas si j'ai arrêté le partage. Si c'est fait, je vais juste arrêter l'enregistrement et s'il n'y a